Bonjour. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe en Belgique francophone. Et on a mené une analyse sur la période 2004-2022 sur les recensements hivernaux des oiseaux au jardin. Alors, cette recherche a été publiée dans la super revue Aves. Abonnez-vous, elle est bien. Donc, le grand recensement des oiseaux au jardin, en gros, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est le plus gros projet de sciences participatives de notre association. Donc, notre association, c'est Natagora, et Aves est le pôle ornithologique de cette association. Ce projet a été lancé en 2004. Il se déroule le week-end le plus proche du 1er février chaque année, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de feuilles dans les arbres, où les espèces migratrices sont parties et où les grands froids vont attirer les oiseaux près des maisons. Tout ça va favoriser la facilité d'identification des espèces par le grand public. Ça se passe où? Ça se passe là. Et donc, dans la partie nord, notre association sœur Naturpune organise le même recensement chaque année. En pratique, on demande aux gens de compter autant de fois qu'ils le veulent au cours du week-end. On leur demande de rester suffisamment longtemps pour avoir une idée de ce qu'il y a dans le jardin. Donc volontairement, le protocole est assez souple pour favoriser la participation. On leur demande d'encoder les maxima par espèce par session d'observation. Et donc nous, pour l'analyse, on va garder les maxima par espèce par jardin chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme données au cours de cette période? 140 000 jardins échantillonnés et une relative stabilité au cours du temps. On a le début, le démarrage et puis une stabilisation autour de 8 000 jardins chaque année. Donc, pour pouvoir encoder, on ne laisse l'encodage possible que pour 69 espèces pour lesquelles l'angle jardin revêt du sens. Donc, on a exclu, par exemple, les oiseaux d'eau, les rapaces nocturnes ou les laridés. Pour les autres espèces, on invite les gens à encoder sur le portail des données courantes pour ne pas perdre ces données. Alors, dans les résultats globaux, on constate que seulement 10 espèces vont composer la majorité du jeu de données et seulement 3 espèces, le moineau domestique, la mésange charbonnière et la mésange bleue, composent plus du tiers du nombre. Donc, je parle en termes de nombre de données. Au niveau de la richesse spécifique, le constat est une richesse assez faible de 10,6 espèces en moyenne par jardin, avec une répartition de l'histogramme très étroite. Donc, 50% des jardins hébergent 7 à 13 espèces. C'est très faible par rapport aux 69 espèces auxquelles on s'intéresse. L'indice de richesse spécifique est stable au cours de la période. On a procédé à des analyses spécifiques. Et alors, pour toutes les démarches méthodologiques, on a toujours choisi la démarche la plus prudente possible pour prendre en compte l'éventuelle critiquabilité dans les erreurs d'identification, etc. Donc, on a 46 espèces pour lesquelles on a un minimum de 500 données, et ces 46 espèces ont fait l'objet de l'analyse. On n'a pas utilisé les abondances pour la même raison et pour aussi éviter les bruits de pollution suite aux variations fortes d'abondance. Et donc, ce qu'on va mettre en évidence, c'est des variations spatiales, ce qui permet d'être de nouveau prudent, puisque on va plus difficilement mettre des choses en évidence, mais quand on les met en évidence, on a plus de confiance pour dire que c'est le reflet de la réalité. On a travaillé aux unités géographiques administratives et donc la zone est découpée en 281 communes en Belgique, on parle de communes. On a procédé à des GLMM sur R. Je vous invite à regarder les détails techniques de l'article pour ces aspects statistiques. Alors, quels sont les résultats globaux? On a obtenu des tendances pour 37 espèces, soit 80% des espèces analysées. Et je dois avouer que moi, au départ, j'ai gentiment rigolé assez mesquinement en disant quoi, le grand public va identifier les oiseaux et on va pouvoir en faire quelque chose. Et j'ai vraiment pris une belle leçon d'humilité parce qu'en fait, beaucoup d'espèces, moi je pensais qu'on aurait des tendances pour les espèces les plus communes, et pas du tout. On a des données relativement robustes pour un grand nombre d'espèces, et c'est notamment grâce à la grande participation des gens et à la longue série temporelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat en pratique? On a 12 espèces qui augmentent, pour 20 espèces qui déclinent et 5 qui sont stables. Pardon.
On peut répartir les tendances selon ce graphe à échelon, et donc on va retrouver en bas les espèces qui déclinent le plus fort, la mésange boréale, le piquet pêchette, et tout au-dessus, vous avez la perruche à collier et le chardonneret élégant. Alors, parmi les 20 espèces en déclin, c'est assez frappant qu'il y a 17 petits passereaux. Donc, seulement 3 espèces ne sont pas des petits passereaux. Et forcément, c'est à l'instant où il y a un tout petit peu de spécialisation, on a des déclins. Il y a le moineau friquet, mésange hulpée, bruant jaune, par exemple. Au niveau des espèces en augmentation, on a seulement 4 petits passereaux, 4 espèces de corvidés et une exotique, et je passe sur les autres. Alors le grand bilan, les grandes conclusions, c'est voilà, on a une richesse spécifique faible, on a plus d'espèces en déclin que d'espèces en augmentation, donc le bilan global est plutôt négatif. Et l'hypothèse qu'on en fait, c'est qu'au fil du temps, on a une simplification structurelle des jardins avec des pelouses très rases et un aménagement très austère avec très peu de haies, très peu de place à la nature, un tant soit peu exubérante. Et donc au final, finalement, le grand public va favoriser des espèces qu'il aime le moins, les corvidés par exemple, et il défavorise les petits passereaux qui est en fait les espèces préférées du grand public. Et on a effectivement ce genre de coup de fil de gens qui sont excédés par la présence d'épis, par exemple, dans leur jardin. Alors, au niveau des évolutions spécifiques, on a établi des graphes de tendance globales, avec en support aussi une approche cartographique. Donc, on a deux approches cartographiques. La première montre où sont les oiseaux. Donc ici, dans le cas du pic vert, on voit qu'il y a un gradient qui se dessine avec ici une très forte présence, ici un peu moins, et puis une zone ici de moindre présence. Et qu'est-ce qu'on constate en fait, c'est que ces zones, et c'est le cas pour plusieurs espèces, souvent les écorégions on dit Wallonie, on dit pas Wallonie, donc dans la Wallonie, on voit qu'on a un bon rapport avec ces écorégions qui vont ressortir. Et pour nous, c'est une validation des données parce que les gens de la région limoneuse, ils se sont pas téléphonés en disant ouais, on va tous dire qu'il y a beaucoup de pics verts. Donc on a vraiment souvent des variations qui ne sont pas complètement hétérogènes et qui suscitent des explications, des questionnements et qui vont soulever des hypothèses qu'on pourrait tester éventuellement dans d'autres études. Donc ces écorégions, elles sont liées à des facteurs abiotiques. Hein, il y a des différences au niveau du sol, la pluviométrie, la température hivernale et donc la couverture neigeuse en hiver, par exemple. Alors la deuxième approche cartographique, c'est celle des tendances, donc par ces unités de communes. Et dans le cas du pic vert, on voit qu'il progresse partout dans le territoire, mais qu'il va augmenter plus dans l'extrême est de la Belgique. Alors, je vais rapidement donner 2 exemples. Alors, le bouvreuil pivoine, une espèce en augmentation. Et de nouveau, on a une forme de validation ici parce que les zones qui ressortent, c'est ici dans le Brabant wallon. Dans le Brabant wallon, on a des grands massifs forestiers qui sont là. Et puis, les zones plus arborées du territoire aussi ressortent clairement. Et donc, on a une forme de validation écologique. Effectivement, les résultats collent avec une réalité de terrain. C'est une espèce qui augmente partout, mais en particulier un peu plus dans ces bastions de l'Est. Dans le cas du pic vert dont je parlais tout à l'heure, on peut émettre l'hypothèse que c'est dans la partie ardennaise qu'il est moins fréquent en hiver, et c'est là qu'il augmente le plus. Et donc on peut se questionner par exemple sur, eh bien, comme il y a le réchauffement climatique, la couverture neigeuse elle est moins présente, et comme cette espèce se nourrit au sol, eh bien peut-être qu'il a davantage accès à la nourriture qu'avant. Et donc, on a voilà, des questions qui surviennent. Et dans le cas du merle noir, on voit une espèce en déclin. On voit qu'il est surtout présent dans le nord du territoire. Et c'est exactement là aussi qu'il est en déclin le plus marqué. Oui, j'ai quasi fini. Et donc, on peut se questionner sur le virus usutu et de se dire, tiens, est-ce que la promiscuité plus grande des oiseaux qui sont en plus grande abondance va-t-elle peut-être favoriser la dispersion du virus ? Question. Voilà. Donc, quel est l'apport de l'approche carto? Donc, on a une validation sur la cohérence des données grâce à cette approche. On observe des évolutions différenciées au sein du territoire. On observe que les continuums épousent souvent les écorégions
Et 2 régions ressortent très régulièrement pour les différentes espèces. Donc dans l'article, on a vraiment présenté pour chaque espèce et on a un petit commentaire aussi spécifique. Et donc, la première de ces 2 régions, c'est la région limoneuse, hein, donc celle du nord, c'est où par exemple l'emprise du mer est plus forte. Et donc c'est aussi, on voit dans les densités humaines, c'est des zones qui sont très fortement peuplées par rapport au reste de la région. Et donc on peut se questionner quel est l'impact des chats, par exemple, quel est l'impact du nourrissage, parce que certaines espèces augmentent plus dans ces régions, dans cette région-là. Et alors bien sûr l'impact de la pédologie et de la météo. L'autre région, c'est l'Ardenne. Et alors, aux questions pour les espèces qui augmentent dans cette région-là, est-ce que c'est des zones refuge pour les espèces plus boréales? Et alors, il y a, pour les espèces qui augmentent, comme le pic vert, comme je l'ai dit, l'impact des changements climatiques dans ces zones plus froides. En conclusion, on est très rassurés. C'est vraiment super motivant. Les résultats sont crédibles et fiables. La science citoyenne, ça marche. La quantité des données compense largement la moindre qualité ou fiabilité présumée des données. On voit les habitats qui se dessinent, les écorégions. La masse de données permet une approche plus fine à l'échelle des communes, par exemple les points d'écoute. L'échantillonnage est beaucoup plus lâche et ce serait tout à fait impossible d'avoir une analyse aussi fine. Alors au niveau des résultats, on a le constat d'une faible richesse spécifique moyenne et on a beaucoup de résultats inattendus, en particulier le nombre d'espèces pour lesquelles on sort des trucs. Et l'évolution différenciée au sein du territoire qui permet de formuler des hypothèses. Et dans le futur, ça ouvre plein de perspectives à l'impact des conditions météo par espèce, quelle espèce est sensible à la pluviosité, au nombre de jours de gel, à la couverture neigeuse. Il y a toute l'approche impact du dérèglement climatique aussi qu'on pourrait faire, donc etc., etc. Voilà, un tout grand merci à tous nos participants, mais aussi cette opération représente un grand support au sein de l'équipe de Natagora et beaucoup de personnes sont en arrière-fond pour supporter les opérations. Voilà, je vous remercie.